Bienvenue sur Ici Éco. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur le projet de loi sur le budget 2024, les questions liées à la nouvelle plateforme Bloomberg, la prochaine visite de l'envoyé français Jean-Yves Le Drian, ainsi que sur la position du parti Kataeb vis-à-vis de l'invitation au dialogue lancée par le président de la Chambre Nabih Berri, et cela avec l'ancien ministre Alain Hakim. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Monsieur Hakim. Bonjour. Et voilà, je commence directement par le sujet économique et le projet de loi sur le budget 2024. Certainement, comment accepter aujourd'hui un budget sans aucune vision en termes de politique fiscale et économique? Le problème de base n'est pas seulement au niveau de la politique monétaire d'une manière globale. Le problème est dans la continuité au niveau des budgets précédents qui ont déjà été présentés. Et nous avons déjà vu l'énorme différence entre tout ce qui était prévu durant ces budgets précédents et le retard qui a été fait pour que ces budgets soient appliqués. La preuve, c'est des budgets purement facultatifs, comptables, qui n'ont aucune vision, qui n'ont aucune crédibilité numérique, mathématique, en termes de chiffres. Ce qui est aberrant au niveau d'un budget. De plus, il n'y a aucune orientation économique, aucune vue économique, donc au niveau d'un plan global, qui puisse donc mettre en place non seulement le plan économique, mais aussi une prévision fiscale et une prévision monétaire. Parce qu'il y a un plan monétaire à prendre en considération. Nous disons toujours en général qu'au niveau économique, on ne parle pas d'économie seulement. Nous parlons d'abord de globalité, parce que l'économie est reliée à quelque chose. Elle ne flotte pas toute seule. Donc, étant reliée à toute l'infrastructure d'un État, ce plan économique doit être accompagné aussi d'un plan fiscal et aussi d'un plan monétaire. Donc, vous voulez me dire qu'un budget doit faire, ou bien doit être au centre d'un plan de relance qui prend en considération une relance fiscale, une relance monétaire et une relance économique dont le budget doit être et qui doit fonctionner en parallèle. Bien entendu. Donc il doit accompagner, même en parallèle, il doit accompagner, il doit venir en tant que résultat de ce qui a déjà été mis en place au niveau de ce que nous venons de dire. Donc de plus, nous avons un gros problème de base au niveau budgétaire, c'est qu'il y a des différences énormes entre tout ce qui a été mis. On n'est même pas sûr que l'État pourra collecter ses dus. Oui. Et on ne sait même pas combien sont ses dépenses exactement. Tout est aléatoire. Mais c'est catastrophique, M. Hakim, quand on met en place un budget dont le but seulement de trouver les moyens pour pouvoir couvrir le déficit. Voilà, non seulement ça, c'est ça le seul budget aujourd'hui, donc de trouver tous les moyens pour pouvoir combler seulement ou bien couvrir ce budget sans prendre en considération les citoyens, la relance, la croissance, la vision, donc on s'en fout de ça. Voilà, donc au niveau, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'orientation, il n'y a pas de plan global et il n'y a pas vraiment une approche, logique en termes, parce qu'en fin de compte, le budget est mis aussi, non seulement au niveau de l'État, mais il est mis aussi au niveau du citoyen, donc au niveau du consommateur. D'une manière globale, pour le préserver. Parce que n'oublions pas que l'État est au centre du rouage économique et que le consommateur est tout autour de ce rouage. Donc si jamais nous lésons le consommateur, automatiquement l'État est lésé. Donc il s'agit de garder un équilibre entre ces deux composantes qui sont vitales pour l'économie libanaise. Aujourd'hui, le ministère des Finances a transmis au secrétariat général du Parlement le projet du budget pour 2023. En parallèle, le Conseil des ministres aujourd'hui aussi, il est en train d'étudier le projet de loi du budget 2024. Donc on travaille 2024, on n'a pas voté 2023, ça se passe comment ça? C'est une aberration. L'aberration totale est qu'aujourd'hui, nous sommes en septembre 2023, nous n'ayons toujours pas le budget 2023. 2023. Nous avons travaillé comment? La règle de 3. Nous revenons à la règle de 3, donc en fin de compte, qui est la fameuse règle de 3, qui est aussi une aberration mathématique, comptable, financière et économique. Et vous dites quoi à propos de l'ouverture continue de lignes de crédit?
À chaque fois, on est là au gouvernement, on dit que voilà, on a besoin de couvrir ces dépenses-là, donc il faut partir, il faut accepter une nouvelle ouverture de crédit pour pouvoir, ligne de crédit, pour pouvoir couvrir telle dépense ou telle dépense. C'était le problème de base que nous avions depuis le début, depuis déjà plus de 30 ans. Et aujourd'hui, ça ne fait qu'augmenter, bien entendu, parce qu'il n'y a plus d'autres sources. Mais aujourd'hui, avec la décision du gouverneur par intérim de la BDL concernant l'arrêt du financement de l'État, chose qui avait été demandée par le parti Kataeb en 2018, suite à plusieurs réunions, dont une réunion très importante, où nous avions bien stipulé comme quoi il fallait que l'État arrête, ou tout au moins mettre des conditions pour ceci. Ceci n'a pas été fait. Nous avons tous plus ou moins compris pourquoi, parce que bien entendu, quand ceci avait déjà été soulevé en 2015 par l'association des banques, il y avait eu bien sûr des heurts avec la politique de l'État en ce temps-là, à travers le président du Parlement, M. Nabil Berré, et le président de l'association des banques en ce temps, qui était M. François Basile. On se rappelle très bien ce qui s'est passé. Donc en 2018, en tant que parti Kataeb, nous avons exigé et demandé que les banques arrêtent d'aider, de prêter, et donc que la Banque du Liban arrête aussi de prêter à l'État, ou tout au moins sous condition. Mais ceci n'a pas été fait. Mais aujourd'hui, M. Mansouri a pris la décision, mais cette décision seule... D'abord, elle est venue en retard. Ouais. C'est une décision logique, bien entendu, mais elle est venue en retard, comme toujours, tout ce que nous faisons au Liban. Une décision qui est venue en retard, automatiquement, perd tout son effet. Mais une décision pareille seule ne suffit pas. Elle ne suffit pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, notre gouvernement est sorti dire, donc voilà, la Banque centrale ne va pas financer l'État, donc nous, on est obligé aujourd'hui d'accepter ou bien de voter un budget avec une dollarisation des taxes. Voilà. Nous allons avoir un grand problème à ce niveau-là, parce que d'abord, d'où va apporter l'État pour pouvoir approvisionner ce budget? Donc vous dites quoi à propos de la dollarisation des taxes? Moi, à mon avis, c'est un simple devoir qui a été fait au niveau du budget de 2023 et 2024 pour dire que ceci a été fait simplement. C'est un blanc-seing, si on veut. Mais néanmoins, en termes effectifs, nous n'allons rien voir de spécial. Nous allons continuer dans un chaos total comme nous le sommes actuellement. Vous êtes d'accord qu'une telle dollarisation des taxes ou bien des mesures pareilles ne feront qu'appauvrir les plus pauvres sans pour autant renflouer les caisses du Trésor? Il est clair que la dollarisation en général, ou le changement de monnaie en général dans n'importe quel pays, et les cas ont déjà eu lieu dans plusieurs autres, d'accord, selon certaines normes, ne peuvent pas avoir l'effet escompté au niveau pratique courante, au niveau donc de la consommation et de l'investissement. Néanmoins, la dollarisation actuelle telle qu'elle est ne va entraîner que plus de pauvreté, que plus de problèmes, que plus d'augmentation de prix, parce que la dollarisation aussi a des critères de mise en place. Et ces critères sont tous contraires à l'État du Liban. Donc vous voulez dire que ces mesures aussi seront également contraires à la lutte contre l'inflation? Bien entendu, parce que nous avons, c'est parallèle. Donc automatiquement, nous aurons une augmentation, donc il y aura une inflation. D'ailleurs, elle est présente, on la voit chaque jour, elle est continue, donc elle ne s'arrête pas. Même si on ne la sent pas, mais elle est tellement rapide que le consommateur ne la sent pas, mais on le voit, on le sent au niveau de la consommation courante de chaque jour. Parce que le seul recours aujourd'hui des contribuables sera le marché parallèle pour pouvoir payer les taxes, les impôts, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la majorité des contribuables et des biens fonctionnaires ne touchent pas leur salaire, tout leur salaire en dollars. Juste. Donc on dit quoi alors à propos du taux de change sur le marché parallèle? Le taux de change n'a de possibilité que d'augmenter dans le court terme. Aujourd'hui, nous passons par une certaine période de stabilité à cause du va-et-vient qui a lieu au niveau régional. Vous pensez que stabilité artificielle? Aujourd'hui, c'est une stabilité qui est simplement en train de... C'est comme si on retenait notre haleine avant le grand éclat. La seule chose qui peut aujourd'hui mettre un terme à ceci, en créant un début de stabilité, c'est l'élection d'un président de la République. On revient à la politique ici, donc. Voilà, ça, il y a le lien entre l'économie au Liban et la politique, enfin au monde entier en général, mais néanmoins en particulier au Liban, le lien, parce qu'au Liban, il y a un seul catalyseur de l'économie d'une manière globale, c'est la confiance. Et la confiance est égale à stabilité. Et la stabilité est égale au respect des institutions.
Le respect des institutions inclut, bien entendu, l'élection d'un président de la République. Si vous étiez ministre des Finances aujourd'hui, vous étiez ministre de l'Économie et du Commerce, si vous étiez ministre des Finances aujourd'hui, vous avez très bien un besoin pour avoir, pour collecter des devises étrangères, pour pouvoir payer vos dépenses. Quel aurait votre plan? Quel aurait été votre plan? Non, le plan initial d'abord au niveau donc de n'importe quel ministère aurait été bien entendu une coupe radicale au niveau des dépenses journalières, au niveau donc des budgets de chaque ministère. Ceci n'a pas été fait. Et ceci a été fait en général d'une manière aléatoire, encore une fois, et dans un chaos total. Et automatiquement de passer vers les besoins de base, qui sont les dépenses journalières nécessaires pour le bon déroulement de chaque ministère. Ceci aussi n'a pas été fait et nous remarquons et nous voyons d'ailleurs ce qui se passe à tous les niveaux d'une manière globale, sauf quand bien entendu il y a un arrêt total des revenus de ce ministère pour une cause ou une autre. Néanmoins, si jamais la question devait se poser, il n'aurait pas fallu attendre 4 ans pour devenir où nous en sommes. Parce que si jamais nous attendons, plus les problèmes sont en train de s'exacerber, plus les problèmes sont en train d'augmenter, et plus le chaos devient de plus en plus omniprésent. Donc vous êtes d'accord que la façon dont les responsables aujourd'hui ont essayé de gérer la crise nous a coûté plus que la crise? Ah, ça c'est clair. Nous avons donc subi, encore une fois, il n'est jamais trop tard, mais néanmoins, au bout de 4 ans de problèmes que nous avons eu, de problèmes économiques, ne rien faire, parce qu'en fin de compte, rien n'a été fait. Quel a été le coût d'opportunité? Il n'y a pas eu une seule action entreprise pour essayer de pallier aux problèmes que nous avons. Et comme vous le dites si bien, l'opportunity cost, le coût d'opportunité est énorme. Et c'est un coût que nous ratons toujours. Nous ratons toujours ça au Liban, que ce soit au niveau de toutes les crises que nous avons passées. Donc à ce moment-là, au bout de 4 ans, nous sommes en train de dissoudre tous les problèmes que nous avons dans un chaos total. Alors que la prise en compte de ces problèmes au fur et à mesure aurait permis donc de trouver et de résorber ceci d'une manière rapide. N'oublions pas que nous avons une petite économie. Une petite économie et un gros potentiel. Vous voulez dire que la relance était facile? La relance était facile. La maîtrise, d'abord on aurait pu éviter ce qui s'est passé. Nous n'allons pas retourner dessus. Durant cette période, nous aurions pu maîtriser rapidement ce qui se passait si nous voulions, s'il y avait la volonté et s'il y avait les directives nécessaires. N'oublions pas que la prise de décision au Liban est une prise de décision très compliquée et qu'en général, dans des situations comme ça, la prise de décision doit être rapide. Monsieur Hakim, vous êtes aussi économiste certainement. Vous pensez aussi que le défaut de paiement a accéléré la crise? Ah, le défaut de paiement a été la clé. Et quel a été le coût? La clé. D'abord, nous revenons, je ne voudrais pas retourner à ceci, mais néanmoins, il le faut. Parce que qu'il faut rendre quelqu'un responsable aujourd'hui. C'est une décision qui a été fatale pour le Liban. C'est une décision qui a été prise d'une manière purement politique, et je le répète et je le dis souvent, à travers les deux partis, Hezbollah et Amal, qui a insisté sur ceci, et je suis responsable de mes paroles. Donc, et on a abouti à un arrêt des paiements sans explication. Donc nous avons fait défaut sans explication, sans possibilité de revoir... Le pourquoi, le comment, la négociation. Voilà, sans aucune négociation. Ouais. Et automatiquement... Quel a été le coût? Et il faut dire, le coût a été énorme. Le coût d'abord a été le coût de ce que nous avons perdu, qui est entre 20 et 40 milliards. Je vais vers les 40, mais c'est pour être un peu plus, pour faire passer les choses, entre 20 et 40 milliards. Et ça suffit en termes de ce que nous avons dépensé sur les subventions, qui ont été un coup d'épée dans l'eau, malheureusement à travers un apport énorme qui aurait pu faire sortir le Liban de sa crise économique 2 fois, et non pas seulement. Même avec notre travail avec les correspondants, voilà. Avec les banques partout au monde. Donc voilà, sans oublier que cette inertie totale a un effet de confiance terrible au niveau de l'international. Mais parfois, mais c'est pas parfois, c'est toujours, il faut rendre responsables les personnes qui ont pris de telles décisions. Simplement, pareil. Vous me dites que le coût était entre 20 et 40 milliards de dollars. Alors, il faut rendre quelqu'un responsable ici. Ils sont, bien entendu, le gouvernement, en ce temps-là, en tant que Premier ministre et membre du gouvernement, et j'accuse chacun d'entre eux de ne pas avoir protesté pour ce... On n'a pas entendu un seul qui a refusé. Pas un seul. Par ignorance ?
à part l'opposition en général. Vous pensez que ce serait Non été fait par par ignorance? connivence et non pas par ignorance, parce que personne n'est ignorant. Et quand on est ignorant, on pose des questions autour de soi. Et je sais très bien que le Conseil a été apporté à ce gouvernement au niveau de chaque ministre ainsi qu'au niveau du Premier ministre. Je sais pertinemment que les conseils ont été portés, ne fût-ce qu'à travers les cris de l'opposition, dont le parti Kateb, qui était contre cette décision depuis le début. Je sais que moi-même, si j'étais ministre en ce temps-là, quelles que soient les pressions, j'aurais au moins protesté et j'aurais été contre cette prise de décision qui n'aurait pas eu mon aval et ma signature. Néanmoins, ceci a eu lieu. Entre parenthèses, le coût de l'opération égalait plus ou moins le coût de l'imposition des banques libanaises durant 1 an. Donc si nous avions payé ce montant, qui était un montant dérisoire vis-à-vis du budget de l'État, il était égal à l'imposition des banques au niveau d'1 an, au niveau de l'État. Donc on aurait simplement fait semblant que l'État n'a pas encaissé pendant 1 an les impôts des banques et les taxes. On a traité avec l'histoire du défaut de paiement d'une façon aussi populiste. Légèreté, populiste, aléatoire, d'une manière irresponsable. Et là, j'accuse encore une fois ce gouvernement en particulier, ainsi que les autres qui sont venus après, d'un manque total de responsabilité sociale vis-à-vis du citoyen libanais. Revenons au budget 2024. L'une des dispositions du budget 2024, celle qui autorise les personnes imposables de payer leurs charges fiscales à partir de leur compte bancaire en dollars, en calculant sa valeur sur la base de 40% du taux de change de dollars américains contre la livre, déterminé par Saïrafa, plus de Saïrafa aujourd'hui. Donc nous avons Bloomberg. Vous dites quoi à propos de Bloomberg, cette nouvelle plateforme? D'abord, c'est encore une proposition. Donc, nous n'avons rien de concret. Il faut attendre les modalités et les conditions. Donc, dès qu'on a les modalités et conditions, ça ira mieux. Ce qui est sûr, c'est que Bloomberg, aujourd'hui, va se baser sur, d'abord, la transparence. Donc, ce qui intéresse, c'est ce passage d'une économie cash vers une économie beaucoup plus régularisée en termes de blanchiment, en termes de risques, etc. Donc, ce qui intéresse ici cette plateforme, c'est la transparence au niveau des transactions qui vont avoir lieu. Bon, le temps que ceci soit mis en place, on va voir comment ça va être pris en considération. À mon avis, ceci est bénéfique au niveau donc de l'économie d'une manière globale. L'apport en termes de positivité ne sera pas énorme. Nous ne nous attendons pas à des Mais l'important miracles. ici, c'est au niveau de l'intervention de la Banque centrale. C'est la présence, exactement. Aujourd'hui, toutes les interventions, toutes les transactions ont lieu au niveau donc du marché, d'une manière globale, le marché noir au marché, le marché officiel. Mais néanmoins, la présence de Bloomberg apportera un peu plus de transparence et un peu plus de gouvernance au niveau donc du flux monétaire en devises étrangères d'une manière globale. Chose que Saïrafa n'avait pas apporté parce que Saïrafa avait été plus ou moins utilisé à d'autres fins. Le secrétaire général de l'Association des banques, Fadi Khalaf, est sorti dire que pourquoi avoir aujourd'hui une nouvelle plateforme nommée Bloomberg au moment où nous avons la bourse de Beyrouth? Pourquoi pas ne pas utiliser cette plateforme qui existe aujourd'hui pour pouvoir traiter avec le dollar comme si c'était une action, une obligation. Donc, vous dites quoi? La normalité des choses serait ce qui a été proposé au niveau de la bourse. C'est la normalité des choses. Néanmoins, n'oublions pas... Parce que cette plateforme est aussi transparente et aussi... Voilà, bien entendu. Mais n'oublions pas aussi que nous sommes dans un état lamentable au niveau économique et financier et que cela nécessite un choc d'abord qui puisse donc redonner un certain... recirculer les flux monétaires d'une manière beaucoup plus adéquate pour l'aboutissement à une question au niveau de la bourse. C'est une finalité. Mais aujourd'hui, selon les besoins de la Banque du Liban, ils ont besoin de cette plateforme pour pouvoir aboutir à une normalisation de l'activité, en gardant en tête que, encore une fois, il faut attendre les modalités et les conditions pour pouvoir juger de ceci. La Banque centrale, le Conseil central, M. Wassim Mansour, et donc voilà, la décision a été prise, définitive. On ne va pas financer l'État, ni livre libanaise, ni dollar. En parallèle, on craint aujourd'hui un total shutdown. Vous êtes pour un total shutdown aujourd'hui pour dire que voilà, on ne peut plus, il faut redémarrer, il faut reprendre tout à zéro? À mon avis, la décision est bénéfique, pour 2 raisons. La première raison, c'est que vraiment c'était de l'argent qui n'avait aucun
ou une masse monétaire qui n'avait aucune finalité et aucune durabilité. Donc il n'y avait pas de développement durable en termes d'investissement de cet argent. Ça allait dans les égouts, si nous voulons. Le deuxième point, c'est que ceci doit faire un choc au niveau de l'État libanais pour que l'État libanais réactive la collecte de ces dus et bien sûr prenne en conscience de ses responsabilités vis-à-vis de soi-même et de ses citoyens. Est-ce que ceci sera fait? La stabilité de la monnaie actuellement qui a lieu et les efforts qui sont faits au niveau politique, je reviens sur ça, pour l'aboutissement à l'élection d'un président de la République indiquent que ceci a eu lieu, qu'ils se sont plus ou moins, il y a eu un certain éveil pour pouvoir aboutir à ceci. Maintenant, combien ceci peut durer, c'est là la question que l'on se pose, et c'est un point d'interrogation. Aujourd'hui, devant nous, l'histoire de l'électricité, de ce qui se passe avec Ogero et aussi avec les médicaments, etc. Mais seulement, excusez-moi, seulement un seul mot. Je ne panique pas face à ceci, en général, parce que nous sommes habitués à toujours être au bord de la corde. Parce qu'on sait comment s'adapter, vous pensez? Non, parce que nous savons qu'un moment viendra où quelque chose va avoir lieu pour améliorer d'une manière ou d'une autre, que ce soit X ou Y ou Z, chaque fois, quel on que attend soit les le dernières dossier. secondes. Voilà. Malheureusement, parce qu'encore une fois, nous ne respectons pas les échéances institutionnelles. Si nous les respections, nous n'avions pas de problème. Le fait de ne pas respecter une première échéance entraîne une seconde, une troisième, une quatrième, et automatiquement, nous avons un amalgame d'échéances qui ne sont pas respectées, de besoins et bien sûr de dossiers. Monsieur Hakim, vous étiez ministre de l'économie et du commerce. Est-ce que vous pensez que nous avons les moyens pour pouvoir combattre aujourd'hui l'évasion fiscale et la contrebande? C'est une bataille ardue, ça c'est vrai. Mais néanmoins, les modalités, les lois et les moyens sont disponibles. Il suffit de le vouloir. Encore une fois, c'est toute une question de gestion. Comment est-ce que l'on gère un dossier pareil? Et une décision politique. Voilà. Nous revenons à la décision de base, qui est la prise de décision au niveau de la direction. Si nous prenons ça au niveau du secteur privé, c'est une décision qui doit être prise au niveau de la hiérarchie. Si la hiérarchie le veut, je l'ai dit au début, un des gros problèmes, c'est la prise de décision au Liban, qui est extrêmement lente et extrêmement éparse. Et ça, c'est complètement, contraire à toute logique managériale. Le problème n'est pas un problème politique au Liban, le problème est un problème managérial où la politique s'inclut et automatiquement influence négativement cette décision-là. Une des nouvelles redevances a été introduite grâce au concept, on parle ici du budget 2024, du concept du service rapide et d'urgence dans l'administration publique. Une redevance, ou bien cette redevance serait répartie comme suit. 50% pour les employés de la direction générale ou de la direction qui a fourni le service, 5% pour les employés des organismes de contrôle, 10% pour les employés des administrations qui n'ont pas fourni le service, 15% pour la mutuelle des fonctionnaires et 20% pour le trésor public. Vous pensez que ça c'est ce genre de décision va augmenter le taux de pot de vin dans l'administration ou bien... C'est ce qu'on appelle un incentive et c'est très possible à faire et à mettre, mais ça me rappelle le bateau coule et nous sommes en train de discuter de la taille de la cheminée. Bon, en quoi ça peut vraiment aider aujourd'hui alors que l'État est un État en faillite? Mais c'est un détail, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là. Aujourd'hui, en augmentant la TVA qui va passer à 12%, avec le dollar douanier donc payé au taux de Saïrafa et bien aussi qui va être payé aussi en dollars, la nouvelle imposition, etc. Mais l'évasion fiscale va augmenter ici sans contrôle. En tout cas, tout ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui a été fait pour augmenter l'évasion fiscale, les frontières poreuses, l'économie parallèle et le marché noir. En général, tout ce qui est fait est en train d'augmenter, si nous voulons un petit peu ce monstre qui est parallèle à l'État officiel, si on veut, pour augmenter ce monstre parallèle et au contraire réduire et anéantir tous les efforts de création d'un État adéquat. Et donc ces points-là viennent pour répondre à ces besoins, parce qu'il n'y a aucune étude et analyse d'effet.
ou de faisabilité au niveau de chaque action qu'entreprend l'État d'une manière globale. Tout est aléatoire. La preuve, ce que nous venons de lire en termes de motivation des employés du secteur public. Est-ce qu'il y a eu une étude de faisabilité dessus? Je ne crois pas. Est-ce qu'il y a eu des chiffres qui ont permis de répondre que ce système serait positif? Est-ce que ceci est le moment de le faire? On se rappelle ça, c'est la très bien question ici que de l'on se l'histoire pose. de la grille des salaires, hein, Voilà. qui a été votée aussi. Voilà. Et aujourd'hui, l'augmentation qui a été faite, la correction, donc on va dire, des salaires. Mais certains articles du projet de loi, de budget 2024 vont permettre à l'État de tarifier en dollars les services de l'administration publique. Donc, quoi dire alors du futur de la livre libanaise? Donc, pourquoi alors on doit continuer à utiliser la livre libanaise? Si l'État aujourd'hui va collecter en dollars, si on est en train de payer en dollars, ou bien dans le privé aujourd'hui, le secteur privé, tout est dollarisé, donc pourquoi alors avoir de la livre libanaise? C'est la grande question que l'on se pose et qui, en général, est en rapport avec la souveraineté d'un pays. Parce que n'oublions pas que sa monnaie représente la souveraineté d'un pays. Et qu'aujourd'hui, malgré tous les problèmes que nous avons, il est possible de pouvoir remédier à ceci sans aller vers une dollarisation totale. Encore une fois, ceci est possible. Seulement, il faut entreprendre les réformes nécessaires au niveau d'un plan global. Nous répétons la même histoire depuis des années. Et le parti Kataeb a une vision globale à ce niveau, que ce soit au niveau économique, que ce soit au niveau donc, fiscal, que ce soit au niveau monétaire, pour rétablir un ordre adéquat à ce niveau. Et je suis sûr que, bien entendu, ceci a déjà été communiqué plusieurs fois, même durant les élections de 2022. Mais néanmoins, il faut que quelqu'un puisse entendre ceci et vouloir agir. Tant que nous n'agissons pas, nous pouvons inventer ce que nous voulons. Au niveau politique, le chef du Parlement, Nabih Berri, appelle les chefs des blocs parlementaires à un dialogue au Parlement en septembre pour 7 jours, suivi de séances électorales ouvertes pour élire un président de la République. Le patriarche maronite Bchara est sorti dire, d'une façon indirecte, il a encouragé les députés à participer à ce dialogue, mais le patriarche avait pourtant critiqué l'appel du dialogue qui a été lancé quelques semaines par l'émissaire spécial français Jean-Yves Le Drian. Quelle est votre position en tant que Qatar de ce dialogue? Il est à relever aussi que le patriarche, durant le communiqué hebdomadaire de Bkerké, n'a pas fait mention de ceci. Il n'a aucune mention. Il a simplement demandé aux parlementaires, il les a encouragés à aller élire un président. Donc il n'a fait référence aucunement à l'initiative. Il a fait marche arrière, vous pensez? Il n'a fait aucune référence à l'initiative du président du Parlement au niveau de ce communiqué. Et je vous appelle à le lire si jamais vous ne l'avez pas fait encore. Donc, ce n'est pas, bien sûr, un pas en arrière, mais néanmoins, c'est sûrement le fait de répondre aux attentes des différents partis de l'opposition qui ont, enfin, partis et composantes de l'opposition, qui ont, elles, été contre ceci d'une manière globale. Vous, en tant que Qatar, quelle est votre position? Nous, en tant que... notre position est claire. La position est la suivante. Nous sommes en train de remettre en question une question constitutionnelle qui a été demandée, communiquée à plusieurs reprises en termes de sessions parlementaires suivies de séances répétitives pour l'élection d'un président. Ça, c'est justement le fond de la Constitution libanaise. Nous l'avons demandé à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, M. Berri est en train de changer d'avis et de reproposer la même solution que nous avions demandée et qui avait été refusée durant 9 ou 11 mois? Pourquoi aujourd'hui? Est-ce dû aux pressions qui ont lieu? Ensuite, pourquoi ces explications? Parce qu'aujourd'hui, si nous remarquons, tous ceux qui sont au niveau donc, de Hamal et de Hezbollah, en termes de communiqué, sur ce sujet, sont en train d'expliciter qu'est-ce qu'ils veulent dire par séance parlementaire multiple. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par session, une première session. C'est la grande différence entre session et séance. Voilà, bien sûr. Oui. Donc, ils sont en train de jouer au niveau des appellations en termes légaux.
en train de jouer aussi au niveau de... Donc vous voulez me dire que vous, en tant que Qatar, vous n'allez pas assister à ce dialogue-là. Donc là, il faut commencer par élire un président, puis on peut s'asseoir sur table et dire voilà, on peut avoir un dialogue. Nous avons stipulé à plusieurs fois qu'aujourd'hui la solution unique au niveau de ceci, c'est l'élection d'un président de la République et non pas... Donc, pas de dialogue avant l'élection. Non pas ces dialogues qui sont des dialogues aléatoires, qui ne mènent à rien en général. La preuve, c'est l'historique des... c'est votre réponse aussi à M. Le Drian. C'est l'historique des dialogues qui ont eu lieu, qui n'ont mené à rien. Avec M. Le Drian, de même, si jamais il y a des décisions, une proposition de dialogue bilatéral entre partis, entre M. Le Drian, on le remercie pour ses efforts. Nous n'avons vraiment pas encore de matière pour discuter de ceci, parce qu'il n'y a eu aucune proposition. C'est encore une simple proposition où il n'y a pas de conditions, il n'y a pas de forme. Nous ne savons pas vraiment comment ça va se présenter. Nous ne savons même pas vraiment à quelle date il va se revenir au Liban. Nous savons qu'aujourd'hui, sachant que sa proposition est plus ou moins morte, elle est plus ou moins née morte, à travers la levée de boucliers qui a eu lieu, il est en train d'essayer d'avoir l'aval et l'accord et le support de plusieurs joueurs au niveau de la région pour pouvoir aboutir à tout au moins un soi-disant, sortir de cette impasse. Où va-t-on ? Nous sommes donc dans un état... On est loin d'élire un président aujourd'hui, à mon avis, nous sommes dans un état total de léthargie et de statu quo. Malheureusement, nous sommes incapables de nous autogouverner. Nous sommes en train d'attendre une décision qui est au niveau, donc nous savons qu'il y a un cercle international, un cercle régional. Les choses vont vite, il y a des décisions qui sont prises. Nous sommes mis au dernier rang de la prise de décision. Il y a un jeu d'échecs qui a lieu, les pièces sont en train d'être mises. La dernière pièce en cours a été l'ouverture d'une ambassade saoudienne et la présence de l'ambassadeur saoudien en Iran, ce qui est aussi une première à ce niveau-là. Et on attend bien... Aujourd'hui, il y a aussi les remous que nous retrouvons en Syrie, en particulier dans la partie druze. Et à ce moment, donc, ce sont des pièces de l'échiquier qui sont en train d'être en mouvement, alors que nous sommes en statu quo, en ne bougeant pas, en peinant. Et bien sûr, le citoyen libanais est en train de payer cette inertie et cette irresponsabilité de ses responsables d'une manière globale. Pas de président ? Pas de président pour le moment, à mon avis, ça tiendra. Seulement, il se peut qu'il y ait une seule condition qui puisse bouger les choses le jour où la décision viendra. Ce sera les menaces économiques au niveau des joueurs de la région, comme ça a eu lieu à Doha en 2007 ou 2006, je crois. Il est temps de remettre en question toute la structure libanaise, vous pensez ? Il faut commencer à sortir de cette impasse et bien entendu, il faut avouer que ce système a explosé ? Non, il faut dire que ce système n'a pas été appliqué. Parce qu'aujourd'hui, la constitution libanaise, bien entendu, n'a pas été appliquée dans son ensemble, en particulier au niveau donc, du Parlement et au niveau du Sénat. Vous n'êtes pas pour des amendements de la Constitution aujourd'hui ? Bien sûr, il faut amender la Constitution au niveau de certaines échéances pour le respect et pour ne plus avoir ces impasses auxquelles on fait face à chaque Donc vous êtes pour échéance. Un amendement de la Constitution ? Bien sûr, surtout au niveau, encore une fois, des modalités et des échéances. Des durées et des échéances, c'est ça. Voilà. Donc, Monsieur Alain Hakim, vous étiez ministre de l'économie et du commerce au Liban, je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous. Et voilà, nos chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.